Bonjour, bienvenue à cette formation intitulée Segmentation de la clientèle d'une entreprise avec le langage Python par des algorithmes de machine learning non supervisés. Comme vous le voyez sur l'image, nous utiliserons des techniques d'apprentissage automatique non supervisé telles que le clustering avec notamment l'algorithme des cas moyennes, ce qu'on appelle K-means en anglais, et l'analyse en composantes principales ACP. Dans cette formation sous la forme d'un projet guidé, vous apprendrez donc à analyser un ensemble de données de transactions clients afin d'interpréter le comportement de ces clients au niveau d'un fournisseur. D'abord, nous effectuerons une analyse exploratoire des données avant d'appliquer une variété de techniques de réduction de la dimensionnalité afin de réduire le nombre de variables originelles. Ensuite, nous visualiserons le nouvel ensemble de données avant de regrouper les clients en fonction de leurs comportements similaires. Cette segmentation se fera par application d'une technique de clustering. Et je le disais tantôt avec l'algorithme des cas moyennes. Et enfin, nous visualiserons nos clusters pour les analyser beaucoup plus en profondeur afin d'en tirer des informations utiles pour l'entreprise. Il s'agit d'un projet purement basé sur une problématique réelle, donc un projet pratique rencontré en entreprise. Donc, la segmentation de clientèle, c'est une tâche couramment rencontrée en entreprise. Vous allez donc pouvoir ajouter ce projet à votre propre portfolio en data science machine learning. Les prérequis pour suivre cette formation. Il faut avoir une connaissance de base du langage Python, notamment les librairies NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, qui sont en quelque sorte des incontournables si vous voulez faire de la data science avec Python. Il faut avoir une compréhension de base de l'apprentissage automatique, donc du machine learning, et surtout comprendre la théorie derrière la réduction de dimensionnalité, par exemple, et le clustering aussi. Pour apprendre ce qu'est le clustering, ce qu'est la réduction de dimensionnalité et l'analyse en composantes principales dans Python, je vous recommande de regarder dans l'ordre mes vidéos YouTube ci-dessous. Donc, je vous ai mis les liens de ces vidéos. Vous allez les trouver dans ce notebook au niveau des ressources de la formation. Et il y a 4 vidéos. Cela vous permettra de bien comprendre l'ACP, l'analyse en composantes principales. Et si vous êtes débutant en programmation avec le langage Python, vous pouvez apprendre les notions basiques et fondamentales avec mon livre Savoir programmer avec le langage Python appliqué à l'analyse des données, qui comprend des cours et des exercices corrigés ainsi que des projets réels. Donc, ce projet vous permettra notamment de savoir écrire du code propre et concis avec Python 3, des structures conditionnelles, des boucles, etc. Faire des analyses statistiques, travailler avec les fonctionnalités de NumPy et de Pandas notamment. Et si par contre vous préférez apprendre Python de manière interactive grâce à des vidéos explicatives claires et précises, je vous invite à suivre la formation sur ce même site web afuda-datascience.com, la formation intitulée Maîtriser Python pour la data science. Et je vous ai aussi mis le lien de la formation dans ce notebook. Vous allez pouvoir la suivre directement. Et quelles sont les étapes de cette formation? Comme je le disais au début, la présente formation est sous forme de projet. Donc, nous allons traiter un cas réel rencontré en entreprise. Et ce projet est décomposé en plusieurs tâches. La première tâche, c'est l'introduction, donc c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est cette section. La deuxième tâche va consister en l'analyse exploratoire des données. La troisième tâche, nous allons effectuer une analyse en composantes principales. Et la dernière tâche, la quatrième donc, nous allons effectuer le clustering, c'est-à-dire la segmentation des clients avec l'algorithme K-means en utilisant une méthode qu'on appelle la méthode du coude. Vous allez apprendre ce qu'est cette méthode. Alors, j'aimerais quand même vous définir la segmentation. Qu'entend-on par segmentation? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce mot? Il faut savoir que le mot technique dans le jargon du machine learning utilisé pour la segmentation des données est clustering. Et donc, comprenez le mot clustering comme regroupement en classe. Le clustering est une technique d'apprentissage automatique non supervisée dont l'objectif est de découvrir les groupes sous-jacents ou clusters dans un ensemble de données. Ici, on ne dispose pas des données étiquetées, comme dans le cas de l'apprentissage automatique supervisé. L'algorithme regroupe les objets similaires en termes de leurs caractéristiques. Et dans chaque groupe, on a donc des observations similaires, mais les groupes, c'est-à-dire les clusters, sont distincts les uns des autres. Et cette stratégie, cette technique permet à un département marketing de pouvoir comprendre les comportements des clients sur la base de leurs données historiques et donc d'utiliser efficacement les ressources allouées au marketing.
Donc, en entreprise, la segmentation de clientèle consiste à partitionner les clients en groupes d'individus ayant les mêmes caractéristiques. On utilise souvent les données démographiques des clients car ce sont les données les plus faciles à récolter. Voilà, chers amis, le décor ainsi planté, je vous invite à la tâche numéro 2 où nous allons procéder à l'importation et à l'analyse exploratoire de nos données. Tâche 2, analyse exploratoire des données. Avant de commencer par importer les données, de les analyser, importons d'abord les librairies ou fonctionnalités nécessaires. Nous allons importer les incontournables tels que Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn et aussi d'autres fonctionnalités de sklearn, sklearn étant la librairie, d'accord, par excellence pour faire du machine learning avec le langage Python. Donc, nous allons importer une fonction standard scalar qui va nous permettre de standardiser les données. Nous allons importer deux fonctions qui vont nous permettre d'effectuer des analyses en composantes principales. La fonction PythonR du module start de SciPy qui va nous permettre de calculer le coefficient de corrélation du Python. La fonction K-means qui va nous permettre d'exécuter l'algorithme des K moyennes. Et une autre fonctionnalité, une autre fonction de la librairie YellowBrick qui va nous permettre de visualiser les clusters par la méthode du CODE. Les données que nous utiliserons dans ce projet guidé proviennent de UCI Machine Learning. Donc, c'est un répertoire de données destiné à l'apprentissage, à la formation en apprentissage automatique. L'ensemble de données comprend des dépenses annuelles pour différents types de produits de vente au détail, ce qu'on appelle le retail. Par exemple, les surgelés, épicerie fine, etc. Donc, vous pouvez télécharger directement ces données à partir de ma page GitHub et je vous ai mis le lien des données ici. Donc, commençons par importer ces données. Donc, vous avez le chemin là qui est une URL. Les données sont en format CSV, donc nous utilisons la fonction readCSV de Panda. Donc, je vais nommer la dataframe TF tout simplement. Il dit readCSV file et j'exécute. Ah, j'ai oublié d'exécuter la première cellule de code, la cellule des librairies. Donc, il faut forcément exécuter cette cellule. Et tant que l'exécution n'est pas finie, vous verrez une étoile ici. Et dès que c'est fini, elle affichera un chiffre. Voilà. Donc, c'est bon. Je peux maintenant réexécuter cette cellule. Voilà. J'affiche les 5 premières observations avec la méthode read. Donc, voici notre jeu de données. Vous avez plusieurs variables. Je vous invite à consulter la documentation des données afin de comprendre la signification des variables. C'est très important. D'habitude, nous avons des jeux de données, en tout cas où les variables sont en anglais, sont nommées en anglais. Et donc, il faut pouvoir bien comprendre ces variables-là afin de pouvoir effectuer une analyse. Donc, je vous ai mis le lien de description. D'ailleurs, je vais l'ouvrir là. Ah, il faut que je change le lien parce que peut-être ça a changé en temps. Je vais voir ça. Donc, je vous remettrai un autre lien. Alors, nous voulons connaître les types de distribution. La distribution ici, c'est channel, c'est la variable channel, c'est indiqué par la variable channel. Donc, ce sont les canaux de distribution en fait. Donc, pour connaître les différentes modalités, on va appliquer la méthode value count. Donc, on peut faire df channel value count et j'exécute. Et vous avez deux modalités, donc un canal 1 et un canal 2. D'accord? Et voilà, je peux directement représenter un graphique montrant les canaux de distribution, un diagramme à barre. Voilà. Et si je mets un point virgule, je n'aurai pas ceci. Donc, voici les canaux, les deux canaux de distribution que nous avons. Nous voulons connaître maintenant les régions des clients. D'accord? Les régions. Donc, nous allons faire la même chose, la même opération, cette fois-ci pour la variable région. J'exécute. Et regardez, vous avez région 3, région 1, région 2. Alors, région 1, région 2, région 3, ça signifie quoi en réalité? Donc, si vous allez dans la description du jeu de données sur UCI Machine Learning, vous allez voir les significations. Vous verrez que le 1, c'est pour Lisbonne, le 2, c'est pour Porto et le 3, c'est d'autres régions. D'accord? Donc, nous, on va renommer ces modalités pour que ça ait du sens pour nous. Donc, ici, avec
la fonction map, on va lui dire que Lisbonne, il remplace 1 par Lisbonne, il remplace 2 par Porto, il remplace 3 par odeur. De même, au niveau de la variable channel, 1, c'est Horeca, ça je l'ai trouvé dans la description du jeu de données dans UCI Machine Learning. Et 2, c'est pour le retail. Le retail, c'est la vente au détail. Et ici, nous allons renommer aussi la colonne en délicatessen. Il faut savoir que ça veut dire tout simplement épicerie fine, d'accord? Donc, j'ai renommé ça en délicatessen. Je garde les appellations en anglais parce que ça vous permet aussi d'être habitué aux thèmes anglophones, d'accord? Aux appellations en anglais. Parce que on n'est pas dupe, hein. La data science, les ressources en data science vraiment sont en anglais. Les meilleures sont en anglais. Donc, j'ai l'habitude dans mes formations de toujours garder les choses en anglais comme ça pour vous permettre de vous habituer aux terminologies en anglais. Donc, j'exécute cette cellule de code. Et maintenant, je vais établir une table de fréquence de la variable région. Quand je dis table de fréquence, je l'ai déjà un peu ici, hein. J'ai déjà un peu la fréquence. Mais je veux établir avec une table de fréquence normalisée. D'accord? Donc, je vais reprendre ce code-là et je vais vous montrer que vous pouvez l'avoir sous forme fractionnaire. Donc, quand je fais ça, j'ai les effectifs. Donc, odeur, c'est 307. Ça veut dire que les marchandises proviennent beaucoup de la modalité qui s'appelle odeur, d'accord? Qui n'est pas Lisbonne, qui n'est pas Porto. Et quand j'ajoute l'argument normalize égale vrai, j'ai maintenant les valeurs en pourcentage. Donc, 72% des marchandises proviennent de odeur et 17,5% proviennent de Lisbonne et 10,68%, bien 7% proviennent de Porto. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, vous pouvez faire la même chose pour d'autres variables. Et ensuite, nous allons stocker les noms des colonnes dans une liste parce que nous allons l'utiliser après. Donc, je vais nommer cette liste-là features df colonne. Donc, quand je fais ça, regardez, feature, j'ai les noms des colonnes de ma data frame. Mais je veux convertir, ici, c'est pas une liste, donc c'est un objet index. Je veux le convertir en liste. Donc, je vais écrire toList, la méthode toList, tout simplement. Vous allez voir maintenant, j'ai effectivement une liste. Donc, ceci marque la fin de la première partie de cette tâche. Dans la deuxième partie, nous allons continuer notre petite exploration avec les résumés statistiques. Pour afficher le résumé statistique, nous utiliserons la méthode describe. df.describe. Donc, voici le résumé statistique. Par défaut, il affiche le résumé statistique des variables quantitatives, donc des variables numériques. Et vous avez les paramètres comme la moyenne, les quartiles, le minimum, le premier quartile, le 50e percentile qui est équivalent à la médiane, le troisième quartile et le maximum pour chaque variable numérique. Imaginez que vous ayez effectué un nettoyage des données. D'accord? Ce qui n'est pas le cas ici, mais imaginez que vous avez effectué un nettoyage de votre jeu de données et que vous aimeriez avoir le fichier CSV de la version nettoyée de votre data frame. Comment faire? Il suffit d'employer la méthode toCSV pour sauvegarder ces données-là. Et donc, on fait df.toCSV et vous mettez le nom de fichier CSV. Donc, je vais mettre data preprocess. Donc, données pré-traitées ou données nettoyées, ce que vous voulez. Et il va créer ce fichier CSV directement dans le dossier où se trouve ce notebook-là. J'exécute. Et je voudrais vous montrer quelque chose avant quand même. Donc, j'ai créé une cellule en dessus là. df info pour la structure. Donc, on a 440 observations et 8 colonnes et il n'y a pas de valeur manquante. Donc, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas effectué de nettoyage de données particulier. Et maintenant, si nous voulons réimporter le fichier data preprocessed, tout simplement, donc je vais nommer ça processed, hein, pour ne pas me compliquer la vie. Donc, vous faites df, donc imaginez que vous envoyez ça à un collègue pour qu'il réimporte le fichier, étant donné que c'est un fichier CSV, il va faire appel tout simplement à la fonction readCSV de Pandas. Donc, readCSV. Et ici, il mettra
le nom du fichier, tout simplement. Il affichera les premières observations. Attention, si vous voulez enlever cette colonne qui ne sert strictement à rien, il faut mettre index col égale 0. Donc, vous lui dites, considère la première colonne, donc celle-ci, comme la colonne des indices de ligne. Et on réimporte. Voilà. Et pour avoir la structure de la data frame, df.info. Il n'y a pas de valeur manquante dans les données parce que vous avez 440 observations et dans toutes les colonnes, dans chacune des colonnes, vous avez 440 observations non nulles. Et si vous voulez encore vous en rendre compte, pour être vraiment convaincu, vous pouvez utiliser, enchaîner la méthode is na.sum. Vous enchaînez ça et il va vous compter le nombre de valeurs manquantes par colonne. Donc, vous voyez que c'est 0, 0 partout. Donc, effectivement, il n'y a pas de valeur manquante dans notre ensemble de données. Nous pouvons donc passer à la visualisation des données, ce qu'on va commencer ici en créant un diagramme à barres et des histogrammes. Au lieu de le faire pour chacune des variables, je vais écrire une boucle for pour faire tout l'ensemble. Donc, je vais mettre for feature in. Rappelez-vous de la liste features qu'on avait créée, qui est la liste des colonnes de notre data frame. Je dirais si, je vais mettre la condition, si feature égale channel ou feature égale region, ce sont les deux variables discrètes de notre data frame, channel et region. Alors, dans ce cas, je veux, attention, je veux qu'il m'affiche un diagramme à barres, sns.countPlots, df de feature, et il va mettre le titre par la même occasion, feature, tout simplement, parce que feature sera une chaîne de caractères, d'accord? C'est des éléments de la liste feature. Donc, je vais afficher ces éléments ici, comme ça. Regardez, feature, voilà ce que c'était. Donc, il va parcourir la liste et à chaque fois, il va vérifier est-ce que feature est channel ou bien feature est région. Si c'est le cas, il va tracer un diagramme à barre avec la fonction SNComplots. Et il va l'afficher avec PLT show. Et si ce n'est pas le cas, donc avec else, attention, j'ai oublié quelque chose de très important ici. Donc, indentation. Si ce n'est pas le cas, si c'est pas channel et région, je vais lui dire de me faire un histogramme. Histplots de df feature. Et il va me mettre le titre par la même occasion. D'accord? Et PLT show. J'exécute cette cellule de code et on va voir ensemble. Voici les graphiques qu'il m'a tracé. Donc, dans le cas où c'est channel, il m'a tracé un diagramme à barres. Donc, ce qu'on avait à la tâche, dans la première tâche, hein, bien dans cette même tâche, dans la première partie de la tâche 2. Et le diagramme à barres de la variable region aussi. Et maintenant, les histogrammes des autres variables qui sont des variables numériques, donc des variables quantitatives. Voilà. Et ça, vous l'avez fait dans une seule cellule de code. Et vous l'avez fait avec une boucle for. Une autre manière de visualiser les graphiques, de créer, de visualiser les graphiques, c'est d'utiliser une superbe fonction de Seaborn qui s'appelle pairPlots. Je vais vous montrer comment utiliser cette fonction. sns.pairPlots. Elle va prendre un seul argument, notre data frame, donc df. Le point virgule est optionnel, hein. J'exécute. Ceci va prendre un peu de temps et vous verrez pourquoi ça prend un peu de temps. Donc, on attend que les graphiques soient générés. Il va générer plusieurs graphiques en même temps, en une seule ligne de code, une seule petite commande qui va générer plusieurs graphiques. Et ça, c'est très intéressant d'utiliser une telle fonctionnalité. Voilà. Donc, ici, vous avez une matrice de graphiques. En diagonale de cette matrice, vous avez des histogrammes. Donc, l'histogramme
voilà, de la variable fraîche, mic, etc. Et pour chaque paire de variables, vous avez un nuage de points. Pour chaque paire de variables, vous avez le nuage de points. Donc, le nuage de points Gauss-Louis et détergent paper, par exemple. Donc, vous avez pratiquement une tendance, une forte corrélation positive. D'accord? Donc, voilà comment vous pouvez, avec une seule fonction, en une seule ligne de code, créer automatiquement des graphiques de corrélation entre vos variables et aussi les histogrammes. Ceci vous permet déjà de gagner du temps et de faire une visualisation rapide. Après, nous avons vu avec la boucle for comment créer les graphiques un à un. D'accord? Mais nous n'avons même pas fait un à un avec une boucle for, ça s'est fait aussi automatiquement. Donc, nous avons créé un diagramme à barre pour les variables discrètes, channel, canaux de distribution et régions, donc les régions de provenance des clients, et les variables numériques, donc quantitatives, nous avons créé des histogrammes. Et ceci marque donc la fin de cette deuxième tâche. Dans la troisième tâche, nous allons entamer l'analyse en composante principale ACP. ACP est certainement la technique de réduction de dimensionnalité la plus utilisée parce qu'elle est simple, facile à implémenter et donne de bons résultats. Dans cette troisième tâche, nous allons réduire la dimension de la data frame DF à deux composantes principales afin de pouvoir visualiser le résultat dans un plan, donc en deux dimensions. Premièrement, nous allons effectuer une ACP linéaire. Donc, commençons déjà par constituer une data frame uniquement de variables numériques. Je replace ici notre data frame pour que nous l'ayons en vue. Donc, DF, je vais mettre les deux premières observations. Voilà. Donc, vous voyez que les variables channel et origin sont des variables, comment dire, des variables caractères, donc qualitatives. D'accord? Ici, je vais les éliminer. Je ne veux pas les utiliser. Donc, je dis, je vais créer une autre data frame data et je vais utiliser la méthode drop pour les éliminer. Donc, je les mettrai dans une liste, channel et origin. Et n'oubliez pas, si vous voulez supprimer des colonnes avec la méthode drop, n'oubliez pas l'argument A6 égale 1. Et quand j'affiche data, vous allez voir que ces deux variables ont disparu. Donc, elles ne sont plus là. Très bien. Maintenant, je vais procéder à la standardisation de mes données parce que pour effectuer l'ACP, si vous avez vraiment une compréhension tout du moins théorique de l'ACP, vous saurez que l'ACP a forcément besoin de qu'on standardise les données pour un bon résultat. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire appel à la méthode standard scaler, à la classe standard scaler de sklearn. Et on fait data scaler, on va appliquer la méthode fit transform. On va lui dire de transformer notre data frame. Fit transform état. Maintenant, j'affiche le type. Vous allez voir que c'est un tableau NumPy. Et maintenant, data. Voilà, voici notre tableau NumPy. Je vais vous montrer comment sauvegarder un tableau NumPy. C'est possible de sauvegarder un tableau NumPy. Donc, vous employez la fonction save de NumPy, donc npsave. On va appeler le fichier training parce que c'est ce fichier qu'on va utiliser pour entraîner l'algorithme ACP. D'accord? Maintenant, appliquons une ACP en deux composantes. Donc, je vais nommer l'objet PCA. Je fais appel à la classe PCA de sklearn et comme argument, puisqu'on a dit deux composantes, on veut visualiser en 2D, donc n component égale 2. Et maintenant, je vais faire le fit transform. Donc, je nomme mon objet résultat res PCA, PCA.fit transform de ma data, de mon tableau NumPy data. Et vous voyez que c'est aussi un tableau, le résultat aussi un tableau NumPy. Donc, il est très souvent important de connaître les objets, la nature des objets dans Python. Ainsi, vous saurez quelle méthode, mais quelle fonction vous pouvez leur appliquer. Je vous le conseille vivement parce que parfois, au cours du programme, vous pouvez vous perdre.
Attention, j'ai mal écrit. Donc, c'est un tableau NumPy, j'affiche SPCA. Donc, je descends pour que ça soit visible. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer maintenant à la visualisation de ces composantes principales. D'accord? On va les visualiser dans un nuage de points. Donc, pour le nuage de points, je fais appel à la méthode scatter de Matplotlib. Donc, RESPCA. Je vais lui dire de me prendre la première composante, donc d'indice 0, et RESPCA de la deuxième composante, donc indice 1. Vous savez que dans Python, on commence à compter à partir de 0, donc le premier élément est d'indice 0. Donc, je vais mettre des titres, donc première composante, ou bien composante 1 tout simplement, composante 1, et en ordonnée, composante 2. Ensuite, je mets d'espace. Et comme titre, je peux mettre PC1 vs PC2. D'accord? J'affiche le graphique. Voilà. Donc, regardez, vous avez le nuage de points montrant les deux composantes que nous avons générées. Donc, nous sommes partis d'une data frame avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes partis d'une data frame à 6 variables à un tableau NumPy à 2 composantes. Donc, ça, c'est de la réduction de dimensionnalité. Et là, la réduction de dimensionnalité est intéressante quand vous avez vraiment un ensemble de données de très grande dimension. Par exemple, 1000 variables, 1 million de variables. Et là, vous vous rendez compte vraiment de la nécessité de faire, d'appliquer une technique de réduction de dimensionnalité telle que l'ACP. Il y en a plusieurs autres, plus performantes même que l'ACP. D'accord? Je vous invite à regarder la documentation du module de sklearn à ce sujet. Ici, nous allons voir le coefficient de corrélation de Pearson, calculer le coefficient de corrélation de Pearson entre ces deux composantes. Donc, je vais récupérer les deux composantes. Attention. Et je vais appliquer la fonction PearsonR du module stat de SciPy. Donc, voilà, tout simplement, et j'exécute. Donc, vous avez un coefficient de corrélation très faible, pratiquement nul. D'accord? Pratiquement nul. Si vous voulez avoir juste le coefficient de corrélation et non la p-valeur, donc vous faites cocher 0. Parce que là, c'est un tube. Le résultat, c'est un tube. Si vous voulez le premier élément d'un tube, vous appliquez crochet 0. D'accord? Et là, vous voyez le coefficient de corrélation, il est vraiment très faible. Donc, il n'y a pas de corrélation linéaire entre les deux composantes. Et c'est l'intérêt même de faire une ACP, de faire une analyse en composante principale, linéaire en tout cas, parce qu'elle va décorréler les variables. Les composantes principales seront décorrélées. Il n'y aura plus de corrélation et ça casse la collinéarité. Voici comment vous pouvez effectuer une ACP linéaire. Mais on peut aussi effectuer une ACP non linéaire et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. ACP non linéaire. L'ACP non linéaire, contrairement à l'ACP linéaire, permet de faire une réduction non linéaire de dimensionnalité. Nous utiliserons l'algorithme Kernel Principal Component Analysis, KPCA, de sklearn. Il y a plusieurs noyaux possibles pour cet algorithme. Il y a le noyau linéaire. Donc, si le noyau est linéaire, ça équivaut à une ACP normale que nous avons réalisée dans la vidéo précédente, une ACP linéaire. Et si vous pouvez aussi avoir un noyau poly, donc polynomial, RBF, sigmoïde, cosine, précompute. Je vous invite à regarder la documentation. Je vous ai mis le lien. D'accord? Je vous ai mis le lien. Vous pouvez regarder la documentation. C'est toujours bien de... Il faut absolument regarder la documentation des algorithmes. C'est fait pour ça. Il n'y a pas ce data scientist qui connaît au bout des doigts tous les arguments des fonctions ou bien des algorithmes de machine learning. Donc, on regarde la documentation, on regarde la définition des variables, des arguments et on voit comment appliquer. C'est ça, c'est comme ça qu'on apprend. Commençons déjà par charger notre tableau NumPy que nous allons utiliser encore ici. Donc, data np load
J'exécute. Donc, si vous voulez, j'affiche. Hein. Ben, il est très long là, je ne vais plus le réafficher. Et maintenant, on nomme notre objet KPCA. On applique kernel PCA. On va dire n composant toujours 2. Donc, 2 composantes principales. Et le noyau, ici, on va utiliser RBF. Résultat KPCA. Je vais préciser KPCA de RBF. D'accord? Il faut nommer les variables pour qu'elles vous parlent vous-même. Donc, le résultat du KPCA, mais avec un noyau RBF, parce qu'il y a plusieurs noyaux possibles. Donc, je prends l'objet KPCA, je fais fit transform de data, tout simplement. Et si vous voulez, comme précédemment, je peux afficher type. Vous allez voir que c'est un objet, c'est un tableau NumPy. Voilà. Et je peux même afficher ce tableau NumPy. Très bien. Vous avez les 2 composantes principales. On va visualiser le nuage de points de ces 2 composantes principales. Donc, je vais juste remonter et simplement copier ici. Et je redescends juste et je copie. Mais attention, ici c'est reste KPCA RBF. RBF. Ici aussi reste KPCA RBF. Très bien. Donc, j'exécute et on va voir ce que ça donne. Regardez ce joli scatterplot là. On dirait un cœur. Alors, ici, c'est pas l'image qui nous intéresse, et voilà comment interpréter ça. Par rapport, prenez ce nuage de points par rapport à celui obtenu avec l'analyse en composante principale linéaire. Selon vous, quel est le nuage de points, en tout cas quel est le scatterplot où on voit vraiment que les 2 composantes sont vraiment décorrélées. D'accord? Moi, je trouve que c'est ceci. C'est vraiment aléatoire. De telle façon que ça forme un cœur même. Vraiment aléatoire. Donc, on voit vraiment la puissance de l'ACP non linéaire. Parce que les données à la base ne sont pas linéairement séparables. À la base, notre data frame n'est pas linéaire, les données ne sont pas linéairement séparables. Donc, si vous appliquez une méthode non linéaire, je ne dirais pas que c'est biaisé, mais vous n'aurez pas un meilleur résultat que celui qui applique une méthode déjà non linéaire. C'est ce que nous voyons ici. Et d'ailleurs, nous allons calculer le coefficient de corrélation de Pearson et vous verrez que il est inférieur, en tout cas, nous allons le voir ensemble, il est vraiment inférieur à celui obtenu avec l'ACP linéaire. Donc, je colle ici, donc reste KPCA RBF. Et ici, reste KPCA RBF aussi. J'exécute. Voilà le coefficient de corrélation de Pearson. Maintenant, je vais comparer les 2 coefficients de Pearson. Le coefficient de Pearson obtenu avec l'ACP linéaire et celui obtenu avec l'ACP non linéaire. J'exécute. Donc, ça, je prends les 2 objets, tout simplement. Je mets l'opérateur inférieur et j'exécute. Donc, je lui ai demandé, est-ce que le coefficient de corrélation de Pearson de KPCA RBF, donc de l'ACP non linéaire, est inférieur au coefficient de corrélation de Pearson de l'ACP linéaire. Il m'a dit non, ce n'est pas inférieur. D'accord? C'est plus grand. Donc, ce qui veut dire à partir de ce résultat que selon en tout cas les coefficients de corrélation de Pearson, les 2 composants sont beaucoup plus corrélés avec l'ACP non linéaire qu'avec l'ACP linéaire. Alors que moi, je dirais plutôt que visuellement, d'accord, selon les graphiques, on voit que l'ACP non linéaire donne un meilleur résultat. Bon, de toute façon, avec le coefficient de Pearson, on parle de corrélation linéaire. Donc ici, déjà, nous avons appliqué une méthode non linéaire. Donc, en tout cas, si on veut être rigoureux, on ne devait même pas calculer le coefficient de corrélation de Pearson. Donc, voilà l'intérêt, le but ultime en tout cas d'une réduction de dimensionnalité est d'obtenir de nouvelles variables qu'on appelle composantes qui ne sont pas corrélées entre elles. Et que ce soit avec l'ACP linéaire ou l'ACP non linéaire, nous avons vu que les 2 composantes ne sont pas corrélées. Ici, nous avons constaté graphiquement que la méthode de l'ACP non linéaire est plus performante que l'ACP linéaire. D'accord? Les graphiques le montrent, même si le coefficient de corrélation de Pearson dit le contraire. Mais là, c'est un autre débat. Qui dit coefficient de corrélation de Pearson dit corrélation linéaire, ce qui n'est pas le cas avec une méthode non linéaire. Vous pouvez essayer d'autres noyaux. Donc, vous avez Poly, vous avez d'autres noyaux. Essayez.
en exercice, faites-le et voyez ce que ça donne comme résultat avec les graphiques. Avant de finir, nous allons ajouter les composantes principales comme colonne de notre data frame DF. Donc, DF, je vais dire ins. Moi, je vais travailler finalement avec l'ACP non linéaire. Donc, je vais prendre SKPCA RBF et la deuxième composante, je vais la nommer Y, donc vous la nommez comme vous voulez. Hein. Voilà. On ajoute comme ça à notre data frame et on regarde les premières observations. Vous voyez, maintenant vous avez la data frame originelle auquel, d'accord, on a ajouté les deux composantes principales obtenues après l'application de l'algorithme KPCA, donc pour effectuer une ACP non linéaire. Chers amis, nous sommes au terme de cette quatrième tâche pour cette formation. Nous avons réalisé deux types d'ACP, ACP linéaire et ACP non linéaire, et finalement nous allons travailler avec l'ACP non linéaire pour la suite. Dans la prochaine tâche, nous allons commencer par réaliser un clustering avec l'algorithme des cas moyennes. Nous abordons à présent la dernière tâche de cette formation. Nous allons réaliser au cours de cette tâche un clustering, donc une segmentation des données clients là, avec un algorithme qu'on appelle l'algorithme des cas moyennes, CAMIS. Réalisons le clustering avec 5 clusters. Et vous allez me demander pourquoi 5 clusters. Je vous expliquerai plus tard comment nous allons choisir le meilleur nombre de clusters, donc le meilleur paramètre K. Je vais nommer mon modèle cluster modèle qui serait égal à KMIS, donc la fonction KMIS, et je n'ai qu'à spécifier tout simplement le nombre de clusters avec l'argument n cluster. Je vous ai mis ici le lien de la documentation. C'est très important. Moi, je regarde toujours la documentation pour comprendre. Donc, la documentation, c'est pas pour orner Internet, c'est pour que ceux qui sont amenés à utiliser ces algorithmes-là partent, lire la documentation et comprennent les choses. Voilà. Donc, cluster modèle, on va faire avec 5 clusters. Je vais appliquer le modèle aux données, donc avec la méthode fit, la fameuse méthode fit. Et moi, j'ai dit que je vais utiliser le résultat de l'ACP non linéaire, donc SKPCA RBF. Et ici, pour afficher le cluster, je vais utiliser cluster modèle, point predict, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, point predict, mon tableau NumPy. Voilà, j'exécute. Ce qui me plaît au niveau de cet algorithme, en fait, c'est qu'il est facile d'implémentation et il converge vite vers un résultat. Et la question qui se pose maintenant, est-ce que ce résultat est optimal? Et là, c'est vraiment un autre débat. De manière pratique, l'ACP, il faut savoir que c'est une méthode qui s'applique beaucoup, même en entreprise, en industrie, dans les cas vraiment pratiques, dans le business, parce que les gens ne veulent pas rester là à discourir sur l'aspect mathématique ou idéologique de la chose, mais ils veulent un résultat et ils veulent pouvoir interpréter ce résultat et le confondre à la réalité. C'est ça, le pragmatisme en fait de cet algorithme, c'est ça que j'aime. Donc, je vais afficher les clusters. Voilà. Nous avons 5 clusters numérotés de 0 à 5, donc 0 à 4 plutôt, 0, 1, 2, 3, 4. Ce qui est intéressant, c'est de visualiser les clusters. C'est ce que nous allons faire. Nous allons appliquer, pour aller vite, ce que je vais faire, je vais copier, voilà, je copie gentiment ce code. Je le mets là et j'ai juste à ajouter un paramètre. Je veux colorier les points par les clusters. D'accord? Bon, je vous montre d'abord, comme ça vous allez comprendre. Regardez, ça c'était le résultat qu'on avait avec l'ACP non linéaire. Je vais ajouter un seul argument, C égale à cluster, donc et il va me colorier les points. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas bien, mais bon, normalement ça devrait s'afficher en couleur là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cluster, c'est bien une liste, je ne sais pas, oui, c'est bien. Bon, là n'est pas le problème. De toute façon, on va utiliser maintenant une librairie YellowBrick et on va visualiser la méthode du coude. D'accord?
Pourquoi choisir 5 clusters? Ça, c'est la question que j'imagine que vous posez. Quel est le meilleur nombre de clusters pour cet exercice-là, pour ce jeu de données? Quel est le meilleur nombre de clusters? Comment choisir ce meilleur nombre de clusters? Il existe plusieurs techniques pour déterminer le meilleur nombre de clusters parce que pour cet algorithme, les détracteurs de l'algorithme des cas moyennes trouvent que, en fait, le fait de laisser le choix à l'utilisateur de choisir lui-même le nombre de clusters, que ça pose un problème. D'accord? On peut faire un mauvais choix. Et il faut savoir que si on est en apprentissage non supervisé, il n'y a pas une vérité. Il n'y a pas une vérité de notre phénomène. Il n'y a pas, les données ne sont pas étiquetées. Donc, si vous faites un mauvais choix, vous allez faire une mauvaise segmentation, effectivement. Mais heureusement, il y a des méthodes pour déterminer le meilleur cas. Et l'une des méthodes les plus utilisées s'appelle la méthode du coude. On appelle en anglais elbow méthode. Et pour visualiser la méthode du coude, nous allons utiliser le paquet de YellowBrick. YellowBrick est une extension de sklearn dédiée à la visualisation des résultats en machine learning. Donc, c'est une suite d'outils d'analyse visuelle, de diagnostic pour l'apprentissage automatique. Et pour l'installer, je vous ai mis le code là, mais en commentaire parce que moi, je l'ai déjà installé. Donc, c'est pip install YellowBrick tout simplement. Alors, on va écrire le code. On va faire kmeans. On crée un objet kmeans. Ici, on va rien spécifier. D'accord? On va créer un autre objet visualiseur, par exemple, pour visualiser. Ah, elbow. Donc, il faut que j'écrive bien. Attention, je vais juste... parce que, voilà, on peut se tromper rapidement. Hein. Il ne s'agit pas de garder les choses en tête aussi. Voilà, tout simplement. Tac, tac, tac. J'étais où là? Voilà, j'étais là. Donc, je passe la fonction. Et je mets mon objet kmeans. Et je vais lui dire que, je vais lui dire par exemple, je me prends en 2 et 12. D'accord? Et ensuite, j'applique mon visualiseur. À mes données. SKP, attention, KPCA RBF. Et je fais maintenant visualiseur.show. Attention, il faut que je corrige ici, j'exécute. Voilà, parfait. Donc, je vous invite à lire la documentation de YellowBrick hein, pour comprendre. Il y a plusieurs méthodes qu'il va utiliser pour calculer les paramètres et nous sortir cette courbe-là. Et donc, il nous dit que le meilleur cas, c'est 5. D'accord? Le meilleur cas, c'est 5. C'est aussi simple que ça. En fait, on regarde au niveau de la courbe, d'accord? On regarde là où on a un coude, on commence à avoir un coude. C'est à ce niveau-là que l'ACP ne s'améliore plus lorsque K augmente. Et je dis l'ACP, le clustering ne s'améliore plus lorsque K augmente. Donc, il ne sert plus à rien à partir de ce point-là d'augmenter K indéfiniment. Et pour finir cette première partie de la dernière tâche, nous allons ajouter les clusters à notre data frame. Donc, cluster KPCA RBF égale à cluster. Et je vais sauvegarder df to CSV. Je vais dire data with cluster.csv. Attention, et j'exécute. Passons à la deuxième partie de cette tâche. Dans la vidéo précédente, nous avons commencé par réaliser une segmentation en prenant de manière, je dirais, comment je vais employer le terme? Je ne dirais pas subjective, mais c'est un choix que nous avons effectué. Nous avons commencé avec 5 clusters, d'accord, sans savoir même que la méthode du code nous suggérait 5 clusters aussi. Et ensuite, nous avons appliqué effectivement la méthode du code pour choisir le meilleur nombre de cas. Et il s'est avéré que cette méthode nous a suggéré 5 clusters. Et pour finir, nous avons ajouté les clusters à notre data frame DF et le sauvegarder au fichier CSV. Ainsi, vous pouvez envoyer le fichier à l'un de vos collègues pour dire, voici, j'ai fait mon boulot,
j'ai fait le travail, j'ai trouvé les clusters, voici la data frame avec les clusters. Débrouillez-vous. Dites à l'équipe marketing maintenant, débrouillez-vous. Mais non, ça ne s'arrête pas là. Votre travail en tant que data scientist ne s'arrête pas à trouver des clusters et point barre, point final. Non. Il faut maintenant pouvoir interpréter les résultats. Ça, c'est aussi votre rôle. C'est aussi le rôle du data scientist, de pouvoir interpréter ce qu'il fait et de pouvoir se rapprocher des experts métiers pour confondre les résultats de ces analyses à la réalité, au fil, en tout cas, au fil de leur expertise. D'accord? Parce que lui n'est pas un marketeur, n'est pas un commercial. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons commencer un début d'interprétation. Donc, on va réimporter le fichier de données. Oui, CSC. Donc, voilà. Donc, première observation. Voilà, vous avez encore cette colonne-là, donc je vais dire index égale à col. Index égale 0, tout simplement. Voilà. Maintenant, notre data frame comporte les variables originelles, les composants, les deux composantes principales retrouvées et les clusters. D'accord? Je vais vous montrer qu'effectivement, on a 5 groupes distincts. Donc, df, je copie ça, j'applique, attention, la méthode unique. Et effectivement, on a 5 groupes distincts, numérotés 0, 1, 2, 3, 4. Chaque cluster a un représentant dont les caractéristiques ne sont rien d'autre que les caractéristiques moyennes du groupe. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Donc, vous n'avez pas, pour améliorer les performances d'une campagne marketing, les commerciaux n'ont pas besoin en réalité de connaître chaque client d'un cluster. Donc, si votre entreprise n'a que 10 clients, ok, vous pouvez vous amuser à les connaître individuellement, chacun de ces 10 clients. Et si vous vous retrouvez avec une société qui a 10 millions de clients, eh ben, connaître individuellement chacun de ces 10 millions de clients relève de l'ordre de l'impossible. Relève de l'impossible. C'est impossible. Donc, mais ce qu'il suffit de connaître, c'est les caractéristiques du centroïde de chaque cluster, donc du représentant d'un cluster. Parce que le clustering, c'est quoi? Regrouper les individus de caractéristiques similaires en un groupe. Et les clusters sont distincts les uns par rapport aux autres. Et à l'intérieur d'un cluster, toutes les personnes se ressemblent, ou du moins, elles ont pratiquement les mêmes caractéristiques. Et donc, si vous arrivez à connaître les caractéristiques du représentant, ça sous-entend que vous connaissez les caractéristiques de tous les membres de ce cluster. Et c'est ce représentant qu'on appelle centroïde. Et lui, ses caractéristiques ne sont rien d'autre que les caractéristiques moyennes du groupe. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons ressortir les caractéristiques moyennes, donc en faisant df groupe by, on va grouper selon la variable indiquant le cluster. Donc, cette variable, donc raison pour laquelle je l'avais ajoutée dans la data frame. Et on va dire maintenant, prenons les variables qui sont dans la liste feature. Si vous vous rappelez, la liste feature avait les noms des variables originelles. D'accord? Les variables originelles. Donc, tu nous prends cette liste-là et tu appliques la moyenne aux variables. Et voilà. Vous avez ce joli tableau-là. Pour chacun des clusters, vous avez les caractéristiques du centroïde, donc les attributs du centroïde. Donc, fraîche, c'est temps, mix, c'est temps, grosserie, c'est temps, tout ça. Et donc, si vous remettez ce résultat-là au groupe marketing, eux sauront que, ah, le groupe 0, voilà, voici en moyenne ce qui paye comme en mix et lait. Voilà, je sais pas. D'accord? Donc, eux pourront interpréter le résultat. Et vous pouvez aussi intégrer les variables qualitatives, channel et region. Vous pouvez les intégrer, c'est possible. Donc, vous allez grouper. Donc, on va mettre dans une liste des clusters la variable channel et la variable region. Et on exécute. Là, vous voyez que voilà, le groupe 0, channel. Donc, vous faites une discrétisation. Voilà, une discrétisation pour aller dans les régions et dans, au niveau des canaux de distribution. Donc, voilà, vous avez pour le retail, la région, temps, vous avez les caractéristiques. Et ça, l'équipe marketing peut utiliser ce genre de tableau-là pour
concevoir sa campagne marketing de manière à ce qu'elle soit vraiment performante. Et là, ils ont une idée des choses et ils pourront vraiment allouer convenablement les ressources marketing, les ressources. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, il ne faut pas en gaspiller. Et on peut faire une discrétisation, par exemple, pour la région seule. On va voir ce que ça donne. Regardez, je crée une cellule de code là. Tac. Je vais enlever Chanel d'abord. Je vais juste faire. Voilà. Vous avez, attention, les clusters, la région, donc groupe 0, donc Lisbonne, les canaux de distribution Lisbonne, tout ça. Voilà, nous sommes au thème de cette formation, en tout cas de la réalisation des 5 tâches de cette formation. Nous avons appris énormément de choses. Dans la conclusion, nous allons faire un récapitulatif de tout ce que nous avons appris et je vais vous montrer comment vous pouvez continuer votre apprentissage des techniques de machine learning. Nous voici au thème de cette formation sur la segmentation de clientèle avec des algorithmes de machine learning non supervisés. Après une phase introductive où nous avons présenté le projet, nous sommes passés à l'analyse exploratoire des données. Tout d'abord, nous avons importé les librairies ainsi que l'ensemble de données et nous avons effectué des premières explorations. Au niveau de la tâche 2, nous avons créé des graphiques pour visualiser nos données et dans la tâche 3, nous avons effectué une analyse en composantes principales linéaires et aussi une analyse en composantes principales non linéaires. Et selon les graphiques, il semble que l'analyse en composantes principales non linéaires donne de meilleurs résultats. Et dans la dernière tâche, nous avons réalisé la segmentation de clientèle des données clients avec un algorithme qu'on appelle K-moyenne, donc K-means. Et pour déterminer le meilleur nombre de cas, nous avons utilisé la méthode du code. Notre clustering s'est donc fait nous avons effectué notre clustering pour 5 groupes distincts. Et ensuite, nous avons généré un tableau récapitulatif des caractéristiques des centroïdes. Donc, il ne serait pas bien de vous arrêter en si bon chemin. Vous êtes dans la bonne voie de votre apprentissage, de votre formation. Je vous suggère de vous procurer ce livre-là, Machine Learning à la pratique avec Python. Dans ce livre, il s'agit de projets réels dans les domaines tels que les finances, l'immobilier, le trading, la santé, le marketing. D'accord? Et à travers ce livre, donc, ce sont des projets pratiques avec des problématiques réelles. À travers ce livre, vous apprendrez à nettoyer un jeu de données et la rendre prête pour la modélisation. Vous avez constaté que dans le cadre de cette formation, nous avons utilisé un jeu de données pratiquement, en tout cas qui ne nécessite pas de nettoyage particulier. Eh bien, dans la réalité, vous rencontrerez des jeux de données avec des valeurs manquantes, avec des outliers, avec beaucoup de choses et il faut les nettoyer pour les rendre prêtes à la modélisation. C'est ce que vous apprendrez, c'est l'une des choses que vous apprendrez dans ce livre. Vous apprendrez à construire un modèle de classification. Donc ici, on est en apprentissage supervisé en utilisant des algorithmes tels que Random Forest, Decision Tree, etc. Vous apprendrez aussi à créer un modèle de régression. Vous apprendrez à effectuer des prédictions, à modéliser des séries temporelles, effectuer des prévisions, donc prédire le futur. Vous apprendrez aussi à régler les hyperparamètres d'un algorithme de machine learning afin d'optimiser la performance du modèle en utilisant des méthodes comme Grid Search, Random Search. Et cerise sous le gâteau, vous apprendrez aussi à automatiser la sélection du meilleur modèle avec l'outil TPOT. Dans le livre, vous découvrirez ce que c'est que l'outil TPOT, qui est un superbe outil qui va faire gagner beaucoup de temps dans votre procession et dans votre workflow, dans votre processus de création de modèles. Et aussi, vous apprendrez à automatiser le flux de travail de vos projets en machine learning en créant des pipelines performants. Vous ferez aussi des exercices de segmentation, donc segmentation avec les algorithmes comme K-means. Vous emploierez aussi les techniques telles que l'ACP pour réduire des grands ensembles de données. Vous allez même pouvoir combiner ACP et K-means comme ça a été le cas dans cette formation. Et vous pouvez aussi regarder ma vidéo YouTube intitulée Comment construire un modèle de machine learning avec Python et Scikit-learn. Il s'agit d'un tutoriel complet qui fait pratiquement 3 heures de temps. Donc, j'ai pris vraiment mon temps pour vous créer cette vidéo totalement gratuite sur YouTube et ça va vous permettre vraiment de maîtriser plusieurs notions en même temps. Et donc, pour ma part, j'ai été ravi d'avoir été votre instructeur au cours de cette formation. Vous pouvez me retrouver sur mon site web afouda-datascience.com.
où vous allez retrouver plusieurs autres formations tout aussi intéressantes dans les domaines de la data science et du big data. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, JA Data Tech Consulting, où je publie régulièrement des contenus de formation totalement gratuits. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification, ainsi vous serez les premiers avertis lorsque je publie de nouvelles vidéos. Je vous remercie pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles formations.